il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, ben voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Alors que les débats sur l'immigration sont systématiquement évincés par le gouvernement en place, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner revient avec l'idée de quotas, une mesure qui pourrait s'appliquer à l'immigration légale. C'est parti pour l'avant-dernière session du baccalauréat sous sa forme actuelle, une édition 2019 marquée par un appel à la grève de professeurs pour protester contre la réforme du bac prévue en 2021. Des économistes s'inquiètent sur le risque d'une potentielle crise financière 30 fois plus importante que celle de 2008. Le FMI, lui, met directement en cause la zone euro quand les dirigeants politiques s'enterrent dans le déni. Madame, monsieur, bonsoir. Choisir son immigration. L'idée n'est pas nouvelle et Christophe Castaner n'a pas hésité à la remettre au goût du jour pour contenter les électeurs d'Emmanuel Macron plutôt ancrés à droite. Une mesure qui pourrait finir aux oubliettes, comme toujours. La France va-t-elle enfin accueillir ces montagnes africains? C'est la question que l'on pourrait se poser après les déclarations de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sur la possibilité d'établir des quotas pour l'immigration légale. En effet, le patron de la place Beauvau a émis la possibilité d'ouvrir le débat dans les colonnes du JDD, journal particulièrement proche d'Emmanuel Macron depuis son entrée en politique. Dans un premier temps, Christophe Castaner a rejeté toute possibilité d'établir des quotas pour les demandes d'asile, une mesure qui serait selon lui contraire aux engagements internationaux de la France. Pour autant, le ministre a sous-entendu que le débat était ouvert pour les voies légales de l'immigration. Une idée loin d'être nouvelle puisque Nicolas Sarkozy avait également lancé l'idée lors de sa présidence. En vain, bien que de nombreux pays la pratiquent, l'immigration choisie a toujours été écartée en France, fameuse patrie des droits de l'homme. En 2009, celui qui était président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, avait conclu son rapport en déclarant que la politique de quotas migratoires était irréalisable, inefficace et sans intérêt. En réalité, les déclarations de Christophe Castaner faisaient suite à celles du Premier ministre Édouard Philippe lors de son discours de politique générale. En effet, le locataire de Matignon a annoncé qu'un débat aurait lieu chaque année sur l'immigration et l'asile au Parlement. Le premier est prévu pour la rentrée de septembre. Pour autant, rien n'indique que le projet soit mené à son terme. En témoigne l'évincement du sujet dans le grand débat national où l'immigration a finalement été mise sur la touche. Par ailleurs, l'exclusion a priori des quotas pour les demandes d'asile minimise de facto l'impact que pourrait avoir une telle mesure. À plus forte raison quand on sait que les demandes de réfugiés ont explosé depuis le 1er janvier. Plus 86% de demandes provenant de Géorgie, plus 85% du Mali, plus 33% pour la Guinée et 32% pour l'Albanie. Les reconduites à la frontière n'ont quant à elles augmenté que de 14%, le tout alors même que les demandes d'asile acceptées n'ont jamais été aussi élevées. L'application d'une politique de quotas pour l'immigration légale serait donc un véritable pis-aller. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron avait d'ailleurs évité le terme de quotas pour préférer l'idée d'objectif annuel fixé par le Parlement. Pour autant, avec une Assemblée nationale envahie par les députés de La République En Marche, dont le libéralisme frise souvent avec le capitalisme, on peut s'interroger sur les choix qui pourraient être mis en place. En effet, la main-d'œuvre sous-qualifiée en provenance de l'étranger fait peut-être davantage leurs affaires pour sombrer encore un peu plus dans le dumping social
que le fameux chirurgien syrien qu'évoquent tous les défenseurs de l'immigration sans que personne ne l'ait encore jamais vu. L'heure du baccalauréat a sonné. Ce lundi, plus de 740 000 lycéens se sont lancés à l'assaut du plus célèbre des examens scolaires. Une édition 2019 menacée par une grève des professeurs alors que plane l'ombre de la réforme du bac prévue pour 2021. Thibaut Bastide. Le changement, c'est dans 2 ans, alors que la session 2019 du baccalauréat a débuté ce lundi par la traditionnelle épreuve de philosophie pour les sections générales. L'examen vit son avant-dernier épisode dans son format actuel. À la même date, dans 2 ans, la nouvelle mouture du baccalauréat entrera en vigueur. Fini la semaine d'épreuves traditionnelle, les lycéens de terminale n'auront plus qu'à réussir l'écrit de philosophie, épreuve maintenue pour tous les candidats de la voie générale et technologique, et un grand oral de 30 minutes. Un examen simplifié car 80% de la note globale sera déjà derrière les candidats. En effet, le vrai changement se trouve dans la prise en compte du contrôle continu qui représentera 40% de la note finale. Une prise en compte qui inquiétait déjà Gilles Ardina, professeur agrégé et coordinateur du forum École et Nation, lors de son passage sur notre plateau en mars dernier. Notre première inquiétude et principale inquiétude, c'est la mise en place d'un contrôle continu. L'avantage du baccalauréat, jusqu'à aujourd'hui, c'est que c'était une épreuve nationale, anonyme, du moins pour les épreuves écrites qui sont l'immense majorité, et avec une correction en quelque sorte tout à fait harmonisée sur le plan national. C'est-à-dire que quand vous obteniez votre bac avec ou sans mention, de plus en plus maintenant avec mention, que vous soyez dans un lycée de très mauvaise réputation, dans une banlieue sensible, ou dans le beau lycée privé du centre-ville, quel que soit votre établissement, vous aviez un bac dont la valeur était équivalente, quel que soit votre lycée. Là, on va avoir un effet, et on est très inquiet là-dessus, d'aggravation des inégalités entre établissements, puisque 40% de la note va être donnée en contrôle continu, c'est-à-dire au sein des lycées. Et on sait très bien, même Omar Sy, vous voyez, est venu à notre secours là-dessus, en reconnaissant que quand il était à Trappes, au lycée, on lui a menti sur son niveau et il était surnoté par rapport à d'autres lycées plus classiques. Des craintes justifiées car pour assurer un taux élevé de réussite à l'examen, les professeurs seront les seuls décisionnaires et pourront noter les élèves selon leur bon vouloir. Au-delà de ce point, les syndicats enseignants et les professeurs qui ont menacé de faire grève ce lundi pour l'ouverture des épreuves du baccalauréat 2019 voient cette réforme d'un mauvais œil, surtout pour leurs conditions de travail. En effet, avec une refonte totale des séries générale S, L et ES, sous forme d'un tronc commun avec des enseignements à la carte. Les emplois du temps des professeurs seront sérieusement bouleversés, alors qu'ils bénéficient d'au moins une demi-journée, voire d'une journée complète sans cours dans la semaine. La nouvelle organisation du lycée amoindrira ces possibilités. Plus de la moitié des emplois du temps des élèves sont en effet contraints par des alignements entre classes. Si les professeurs sont particulièrement mobilisés contre cette réforme, celle-ci demeure néanmoins un grand mystère pour la plupart des lycéens directement concernés. Jean-Michel Blanquer a beau faire le tour des plateaux télé, marteler à qui veut l'entendre qu'il s'agit d'une nécessité. Ses explications peinent à convaincre. Une majorité d'élèves et de parents d'élèves avouent ne pas comprendre la volonté ministérielle. Pire, 30% estiment qu'elle ne changera rien et 33% considèrent même qu'elle pourrait avoir un impact négatif du fait du manque d'informations et d'une clarté qui laisse à désirer. Une nouvelle complexité qui s'ajoute au désordre ambiant de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission post-bac. Et il reste très peu de temps pour convaincre, la réforme s'appliquera dès la rentrée prochaine pour les élèves de première. 2019 sera-t-elle l'année d'une crise financière majeure? C'est en tout cas la thèse défendue par de nombreux économistes. Les faibles taux d'emprunt, l'absence de croissance et le chômage structurel en seraient des signes avant-coureurs. Olivier Frère-Jacques. Une crise financière 30 fois supérieure à celle de 2008, c'est ce que nous promet l'économiste Jean-Luc Gindé dans une tribune parue sur le site d'information de gauche libérale Huffington Post. Pour cet économiste, la crise à venir se positionnera à plus de 250 000 milliards d'euros et s'inscrit dans un contexte de déni du personnel politique sur les signes avant-coureurs. Une analyse qui s'inscrit dans le sillage d'autres spécialistes de la question. Parmi les signes inquiétants, on retrouve, en France notamment, une croissance très faible, estimée à 1,5% pour l'exercice 2018. Elle serait en réalité plus faible et se situerait à 0,3 points pour le premier trimestre de l'actuel exercice.
autant dire quasiment nul. À cela s'ajoute un chômage structurel élevé, car si le gouvernement se félicite épisodiquement d'une baisse du taux de chômage, ces baisses réelles ou non sont marginales et semblent ne pas toucher les 8% de chômage réel quasiment incompressible. Croissance en berne, chômage structurel, mais aussi surendettement. Alors que les banques prêtent à des taux très avantageux, de nombreux ménages et entreprises empruntent. Une bonne nouvelle en apparence, mais qui a permis à des entités inaptes au remboursement de s'endetter avec les risques de banqueroute que cela implique. Une crise du surendettement plane ainsi sur l'économie nationale, mais aussi mondiale. Et si une crise majeure expose les économies mondiales, il y a fort à parier qu'elle viendra des États-Unis, pays qui connaît un taux de chômage historiquement faible, à moins de 4%, mais qui parallèlement connaît également actuellement une hausse de son déficit budgétaire de 77% par rapport à 2018. Côté états-unien, tous les voyants ne sont donc pas dans le rouge pour l'instant. Une crise majeure avec l'Iran et les pays du Golfe pourrait cependant précipiter une augmentation du prix du pétrole qui accélérerait la tendance. Reste que l'Europe peut tout de même se trouver en crise sans que celle-ci provienne des États-Unis. Ainsi, le directeur du département Europe du Fonds monétaire international se dit inquiet des niveaux de chômage et de croissance de nombreux États membres. En France, le coup de pouce apporté aux ménages faisant suite à la crise des Gilets jaunes ne semble pas avoir eu les effets escomptés. En effet, comme d'habitude, l'idée d'une relance par la consommation, vieille lanterne keynésienne, a montré ses limites. Et si en son temps la relance Mauroy avait profité à la consommation de produits étrangers, il semblerait que la timide relance Macron ait profité à l'épargne, les ménages prudents préférant épargner. Le bon sens en économie venant plus souvent de la base que de l'État. À ces considérations de croissance et de consommation s'ajoutent de nombreux facteurs difficilement palpables pour le tout venant, notamment le risque d'explosion de la bulle des dettes. Reste que les gouvernants européens, notamment, et français en particulier, semblent nier un risque de crise majeure, une négation du danger qui peut en partie être volontaire, l'économie reposant en grande partie sur la confiance des différents agents, ménages, entreprises, banques, alertés sur un risque de déflagration pourrait mettre de l'huile sur le feu. Quoi qu'il en soit, si une crise économique majeure pointait le bout de son nez dans l'année en cours, ses conséquences sociales et sécuritaires pourraient être majeures en France, où l'épisode des Gilets jaunes et les derniers scrutins ont témoigné de fractures toujours plus fortes dans le pays. Et à présent, on part avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Les salariés de General Electric vont debout contre un plan social. Ce lundi, ils étaient plusieurs centaines à empêcher la tenue à Belfort de la première réunion d'information en vue du plan social concernant leur entreprise. Face à la détermination des salariés, la direction a décidé de la reporter à une date ultérieure. La réunion devait lancer le processus d'information et de consultation du plan de suppression d'emplois annoncé fin mai. 1050 postes dans le territoire de Belfort, dont 800 dans la division turbine à gaz. Le chauffard meurtrier de Lorient, toujours en fuite, une semaine après avoir renversé 2 enfants en essayant de se soustraire à un contrôle de police. Le conducteur du véhicule est toujours introuvable. Connu des services de police pour des faits de conduite sans permis et des affaires de stupéfiants, le suspect bénéficierait de soutien logistique issu de la petite délinquance. Pour l'appréhender, les forces de l'ordre ont mis en place un système d'écoute téléphonique afin de lui faire commettre un faux pas. De son côté, la passagère qui s'est rendue a été mise en examen et écroué pour éviter tout contact avec son complice présumé. Un forum du dark web démantelé. Dimanche, 3 individus suspectés d'être les animateurs du réseau ont été placés en garde à vue. Présentés dimanche à un juge d'instruction, les 3 suspects ont été mis en examen pour complicité de trafic de stupéfiants, de vente et d'achat d'armes de guerre et de munitions en réunion, d'escroquerie et de fourniture de faux documents administratifs. Cette plateforme du dark web, la plus importante en France, était le carrefour de la vente et d'achat de stupéfiants, d'armes et de faux papiers. Le cerveau contaminé par un pesticide, des recherches scientifiques ont prouvé que le chlorpyrifos provoquerait des effets nocifs, en particulier sur le cerveau des enfants. Le produit de la firme américaine Doe engendrerait une perte moyenne de 2,5% de quotient intellectuel chez l'enfant. L'endommagement est irréversible. Si 8 pays européens n'autorisent plus l'utilisation de ce pesticide pour l'agriculture, son usage est toujours autorisé en France pour les épinards.
Les singes réagissent face aux drones afin d'analyser leur langage. Des scientifiques ont fait survoler un drone à proximité des primates. Devant l'objet, les singes verts ont immédiatement couru se mettre à l'abri en sonnant l'alerte. Face à ce nouveau type d'intrus, ils ont développé un cri clairement différent de celui appliqué pour les prédateurs tels que les léopards ou les serpents. En revanche, elle présente une similitude frappante avec l'alerte à l'aigle. Ainsi, les singes associeraient un cri au type de menace. Des oreilles de chat pour un ministre pakistanais. Vendredi, lors d'une retransmission en direct sur les réseaux sociaux d'une conférence de presse du ministre de l'Information d'une province du Pakistan, ce dernier est apparu à l'écran affublé d'une moustache et d'oreilles de chat par le filtre du logiciel. Une erreur qui n'a pas amusé les services gouvernementaux du pays. Ces derniers ont invoqué une erreur humaine et supprimé la vidéo quelques instants après la fin de la conférence. L'Alvarium rouvre ses portes après avoir fermé en décembre dernier sous la pression des pouvoirs publics et des associations d'extrême gauche. Un nouveau local a été inauguré samedi à Angers. Malgré l'acharnement des groupes antifascistes, aucun élément ne permettant de justifier la fermeture de l'établissement n'a été relevé. Le local associatif a pour principale mission de venir en aide aux Français les plus démunis. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Pour le premier anniversaire de l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, Marion Maréchal a répondu aux questions de TV Liberté. Je ne veux pas que la France devienne le Kosovo, ma France devienne le Kosovo. Or, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'accumulation des phénomènes, et notamment en premier lieu le phénomène démographique, nous menace et voit cette menace apparaître de plus en plus clairement. Et voilà, un entretien à retrouver dès à présent sur TV Liberté. Et puis ce soir, retrouve également Politique Éco. Olivier Pichon reçoit l'économiste Jacques Sapir pour évoquer les problèmes de l'économie italienne depuis l'avènement de l'euro et le scénario d'une fin de la monnaie unique. Et puis tout de suite, comme chaque journée, la France de Campagnol de Christian Combaz et Mes Libertés Politiques avec François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a vraiment des gens chez qui la conduite moutonnière est génétique et je veux, pour le témoigner, comme disait La Fontaine, que ce jeune type qui habitait un hameau éloigné du village et qui était un ancien 68ard venu se mettre au vert sous François Mitterrand. J'ai presque pas besoin de vous dresser son portrait, c'est tellement habituel. Aujourd'hui, il a 70 ans, des cheveux longs et blancs. À l'époque, il en avait moins de 40, les mains un peu usées par des petits boulots, maçon par-ci, vendange par-là. Il avait épousé l'infirmière du coin. Il cultivait toutes sortes de plantes, y compris celles qui se repèrent par hélicoptère. Vous savez, quand la gendarmerie n'a rien d'autre à faire. Il était de gauche dans ses moindres habitudes. Il endocrinait à table tous les neveux et cousins qui passaient, même s'ils avaient 8 ans et demi. À propos de qui? De Charles Pasqua, sa bête noire. Il était écologiste dans le genre méchant, sourcilleux, grossier même. C'était quand même le genre de type qui, invité quelque part, refusait de toucher au plat principal si c'était pas du poulet de ferme et qui buvait pas de Nescafé pour ne pas s'empoisonner avec des produits chimiques, etc. Alors là, vous allez me dire, vous qui avez une certaine admiration pour l'ancien anarchiste bouquiniste Gustave, celui qui rousse les épaules tout le temps, celui qui a des idées surtout, qui se flatte d'avoir les siennes contre la télé, vous êtes bien sévère avec ce fameux 68ard, surtout à présent qu'ils ont le même âge tous les deux. Ah là, il y a quand même une grosse différence que je vous signale, c'est l'obéissance grotesque qu'a toujours montré notre homme du hameau là-haut à l'égard des mots d'ordre tombés du gouvernement, quand le gouvernement lui convenait, c'est-à-dire celui de Mitterrand. C'est là, oui, que vous voyez la qualité d'âme de quelqu'un. Il n'en avait, lui, aucune. Ce qui m'y a fait penser, c'est la fête des voisins récemment, qui est passée presque inaperçue, tant les gens qui ne s'aiment pas n'ont aucune envie de faire la paix.
Et surtout, tant ceux qui s'aiment bien n'ont aucun besoin qu'une agence ou une association leur dise quel jour ils doivent sonner chez leurs voisins pour les inviter à prendre un apéro. Chez les gens normaux, que nous sommes, que vous êtes, on n'a pas besoin d'un décret pour dire le temps à telle heure. On invite les gens à trier leurs poubelles, à faire de la prévention routière, à faire de la musique. La chose m'avait frappé à l'époque, dans les années Jack Lang, parce que ce type, là dont je parle, celui du hameau, le stalinien de village, avec son côté prétendument rebelle, avec ses cheveux dans le cou, voulait absolument que nous participions à la nuit des étoiles. C'était encore l'un de ces mots d'ordre de la gauche culturelle. Il fallait, chaque année, à date fixe, sortir son télescope pour inviter la jeunesse à mettre un œil sur l'objectif pendant qu'un conférencier local venait expliquer ce qu'on voyait. Généralement, on voyait d'ailleurs pratiquement rien, mais ce qu'on voyait, surtout, c'était à quel point il existait dans notre pays des relais locaux dès que le pouvoir ou les agences qui l'entourent avait l'idée de quelque chose. C'était pareil pour la fête de la musique, mais là, dans le cas de la nuit des étoiles, la chose était bien plus caricaturale, parce que le fait de regarder les étoiles fait partie du recueillement individuel. C'est presque une discipline intérieure depuis Aristote et Pascal. Ça se passe toutes les nuits claires, dès qu'on en a l'occasion. Mais décider que ce sera tel jour, avec 14 personnes sur un belvédère quelconque, avec des enfants qui pouffent derrière et des professeurs qui pérorent devant, le genre Uber Eats, vous savez, en plus très souvent des gens qui se disent athées de façon vigoureuse, militante, insistante pour lutter sournoisement contre ceux qui prétendent qu'il existe là-haut un grand architecte. C'est terriblement, c'est là que je voulais en venir, une idée socialiste, une sorte de maladie mentale qui a affecté nombre de gens chez nous pendant des années, dans le sillage du communisme boy scout des années Khrouchtchev et des grandes campagnes lancées par Mao Tse-tung. Vous savez, quand le pouvoir chinois décidait qu'on allait mettre l'accent sur quelque chose. Du jour au lendemain, comme ça, des bandes de jeunes débarquaient pour dénoncer les récalcitrants. Eh bien, même si nous n'en sommes pas là, même si c'est plus subtil, nous sommes victimes quand même de plus en plus souvent de ces journées de sensibilisation qui sont une façon de nous maintenir dans la malléabilité de l'élève docile, du citoyen facile à endoctriner. D'ailleurs, le mot citoyen est devenu un adjectif. Il n'y a pas pire indice de cette lèpre qui se répand. Vous l'appliquez désormais à tout, de la conduite automobile à la consommation de médicaments. Il faut adopter un comportement citoyen, un regard citoyen. Eh bien, comme disait Gustave, vous êtes gentil, mais en toute chose, nous gardons, nous, notre regard, notre conduite, et nous ne faisons pas les choses pour obéir à une agence gouvernementale, mais parce qu'elles nous paraissent justes et nécessaires là où nous sommes et au moment qui nous convient le mieux. Et il n'appartient à personne de nous inviter à le faire par mot d'ordre, le temps, à telle heure. Qu'on se le dise et qu'on s'abonne. Merci. Dans la loi sur l'école de la confiance, un amendement voté au Sénat prévoit d'interdire l'accompagnement de sorties scolaires aux mères, sœurs et autres accompagnatrices voilées. Du bon sens, me direz-vous, dans la logique des dispositions antérieures. Mais l'amendement ne passe pas. Et une fois de plus, le ministère de l'Éducation nationale se prend les pieds dans le voile, enfin, dans le tapis. Bon, finalement, c'est presque pareil. Sur le principe, le ministre de l'Éducation, Blanquer, est en faveur de la neutralité des accompagnateurs, mais le gouvernement a voté contre l'amendement. Pourquoi? Parce qu'il avait été déposé par les Républicains, bien sûr. Du coup, on le voit, on hésite, on se décharge de sa responsabilité en renvoyant la balle aux directeurs d'établissement qui vont encore se retrouver avec un dossier impossible à gérer. Au départ, Emmanuel Macron était favorable à l'interdiction, avant finalement de choisir de retourner sur la planète incompréhensible du « en même temps ». Je cite Manuchon et vous remercie vraiment de m'écrire pour m'expliquer ce que veut dire cette citation de lui. Je cite, accrochez-vous, « Si elles sont dans un cadre qui est à côté de cela, elles sont citoyennes. Elles ont leur identité, elles sont là et la société, elle n'est pas laïque et leur permet d'avoir le voile. Fermez les guillemets, fin de citation. Vous avez compris? Moi, vraiment pas. Je dois vraiment être une nullité.
Bon, pour aider le Manu à sortir de l'ambiguïté, Marlène a volé à son secours. Halte à la discrimination, halte à la ségrégation, l'interdiction du voile des mères en sortie scolaire, c'est le retour à l'apartheid, sus à l'amendement honteux, vive le voile garant de la dignité de la femme. Ça, Merlénie Chochette, voilà de la défense du droit des femmes où je ne m'y connais pas. Au fait, Marlène, pour la piscine, les instits en burkini, c'est pour quand ? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.